Je m'appelle Élodie, et voici une histoire que je n'aurais jamais cru avoir le courage de raconter, parce qu'encore aujourd'hui, y repenser me fait mal. Je viens de Lyon, et pendant longtemps, j'ai pensé que ma plus grande réussite avait été de survivre à un mariage malheureux. Après mon divorce avec Théo, j'ai lutté sans relâche pour me relever. J'ai travaillé dur, économisé chaque centime, et j'ai fini par acheter mon propre appartement dans un quartier un peu excentré, mais calme. 2 ans plus tard, j'ai décroché un endroit plus confortable, plus sécurisé. J'ai décidé de ne pas vendre l'ancien, parce qu'il était mon plan B, mon refuge au cas où tout tournerait mal. L'idée était de le mettre en location, d'assurer un revenu supplémentaire et de me sentir enfin en sécurité après tant d'années d'incertitude. Alors que je commençais à goûter à ce sentiment de soulagement, le téléphone a sonné. C'était ma mère. J'étais chez moi, un dimanche, en train de me reposer, quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran. Mon corps s'est crispé instantanément. On se parle bien sûr, mais quand elle appelle sans prévenir, c'est toujours signe de problème. J'ai décroché avec un « Salut maman, ça va ?» et elle, d'une voix trop douce, a commencé par dire qu'elle avait besoin d'une faveur. Mes alarmes intérieures se sont déclenchées. Elle m'a expliqué que Mathieu, mon petit frère, traversait une période difficile. Il venait de quitter l'appartement où il vivait parce que son bail s'était terminé et qu'il n'avait pas d'argent pour un nouveau loyer. Son ton était manipulateur, comme si elle savait déjà qu'elle allait me demander quelque chose d'énorme. Et elle l'a fait. Elle a suggéré que Mathieu pourrait rester un temps dans mon ancien appartement, juste le temps de se remettre sur pied. J'ai figé sur place. Mathieu a toujours été le chouchou de la famille. Plus jeune que moi, il a vécu comme s'il n'avait jamais à assumer quoi que ce soit. Il n'a jamais gardé un boulot plus de 6 mois, a enchaîné les petites amies comme si aucune relation ne comptait, et bien sûr, il avait toujours une excuse sous le coude. Pendant que je portais le monde sur mes épaules, lui vivait avec un passe-droit éternel pour tout rater. J'ai essayé d'expliquer à ma mère que cet appartement devait être loué, que j'avais besoin de ce revenu, que j'avais des factures, que c'était impossible. Mais elle, comme d'habitude, a joué la carte de l'émotion. Elle m'a dit que j'étais bien installée, que j'avais une stabilité, et que Mathieu n'avait besoin que d'un coup de pouce, que ce ne serait que temporaire. Et moi, une fois de plus, j'ai cédé. J'ai dit que d'accord, qu'il pouvait rester, mais j'ai précisé que ce serait provisoire, très provisoire, et qu'il y aurait des règles. Elle m'a remerciée comme si elle avait gagné au loto et a raccroché, avant même que je puisse finir ma phrase. Une semaine plus tard, j'ai retrouvé Mathieu devant l'appartement. Il est arrivé avec 2 valises, jetées négligemment, et un sourire détendu, comme s'il partait en vacances dans un Airbnb payé par quelqu'un d'autre. Il m'a fait une accolade rapide et m'a dit « T'es la meilleure sœur du monde ». Je sentais déjà les regrets monter. Je suis entrée avec lui dans l'appartement, qui était propre, avec les meubles de base, tout en ordre. Et j'ai énoncé les règles. Pas de colocataire, pas de fête, garder l'endroit propre, pas d'animaux. Il a grimacé, mais a tout accepté en disant « Ce sera comme si je n'étais pas là ». Les premières semaines, ça a été. Je suis passée à l'improviste quelquefois, et tout était en ordre. Il a même cuisiné pour moi un jour. Il m'a bien eue. J'ai vraiment cru, pour une fois, qu'il prenait quelque chose au sérieux. J'ai commencé à me détendre. Je me suis plongée dans un nouveau projet au travail, j'ai entamé une nouvelle phase de ma vie, et j'ai arrêté de surveiller. Autant. Pour la première fois, je me sentais comme une sœur qui pouvait faire confiance. Mais bien sûr, ça n'a pas duré. Et quand les choses ont commencé à changer, c'était d'une manière si absurde que je me demande encore comment j'ai pu rester silencieuse aussi longtemps. Quelques semaines après que Mathieu s'est installé, j'ai commencé à remarquer de petits signes que tout n'était pas aussi sous contrôle que je voulais le croire. Au début, il répondait souvent à mes messages, disant qu'il cherchait du travail, qu'il avait passé 1 ou 2 entretiens, qu'il avait juste besoin d'un peu plus de temps. Et comme j'étais débordée à l'agence, j'ai fini par y croire. Quand on veut éviter les ennuis, on s'accroche à l'espoir que tout va bien, même quand on sait que non. Mais un jour, j'ai dû aller chercher une enveloppe avec de vieux documents que j'avais laissés dans l'armoire de la chambre d'amis. J'ai appelé Mathieu pour le prévenir que je passerais le soir, mais il n'a pas répondu. J'ai réessayé, rien. Comme j'avais la clé, je me suis dit que ce n'était pas grave. J'allais prendre ce dont j'avais besoin et repartir. En arrivant à l'immeuble, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. La musique qui sortait de mon appartement était bien trop forte pour un mardi soir. J'ai sonné à l'interphone. Pas de réponse. Je suis montée, j'ai sonné à la porte, frappé, attendu quelques minutes. Rien. Alors j'ai décidé d'utiliser ma clé. Mais elle ne tournait pas. J'ai essayé encore, forcé un peu, vérifié que c'était la bonne. C'était bien elle, mais la serrure avait changé. Là, j'ai compris. Ils avaient remplacé la serrure, dans mon appartement, sans me prévenir. Je suis restée plantée là quelques secondes,
désemparée. Mon esprit s'est emballé. J'ai tenté de rationaliser, de me dire que c'était peut-être une erreur, une réparation, un malentendu. Mais au fond, je savais. Mathieu avait fait changer la serrure exprès. Ce n'était pas une faute, c'était un choix. Et j'en avais été exclue. J'ai continué à frapper, et enfin, quelqu'un a ouvert. Mais ce n'était pas Mathieu, c'était une femme que je n'avais jamais vue, cheveux noirs attachés en un chignon désordonné, pieds nus, portant un grand t-shirt qui semblait appartenir à mon frère et un air de pur mépris sur le visage. Elle m'a toisé de haut en bas et m'a demandé froidement qui j'étais. J'ai répondu que j'étais la propriétaire de l'appartement. Elle a ri, moqueuse, et a dit que c'était bizarre parce qu'elle vivait là avec son copain. J'ai figé, j'ai essayé de rester calme, et j'ai demandé si Mathieu était là. Elle l'a appelé en criant, avec une impatience qui laissait entendre que je la dérangeais. Quelques secondes plus tard, il est apparu, visiblement mal à l'aise. Quand il m'a vue, il a blêmi. Il a tenté un sourire, mais n'y est pas parvenu. Il a dit « Élodie, j'allais te le dire », et a posé une main sur l'épaule de la femme. « Voici Gisèle, ma copine. » Je suis restée silencieuse. Il a continué, expliquant qu'elle avait été expulsée de chez elle, qu'elle n'avait nulle part où aller, que c'était temporaire, qu'il ne voulait pas m'inquiéter. J'écoutais, mais je n'arrivais pas à croire qu'il pensait que c'était une excuse valable. Il avait fait venir quelqu'un vivre avec lui, dans mon appartement, sans même me consulter. Et pire, il avait changé la serrure pour m'empêcher d'entrer. Ce n'était plus juste de l'irresponsabilité. C'était un manque de respect. Et Gisèle ? Elle agissait comme si j'étais l'intruse. J'ai demandé à parler à Mathieu seul. Elle a fait la grimace, disant qu'elle n'avait rien à cacher, que je pouvais parler là. Il a insisté, et elle est partie dans la chambre en marmonnant. Quelque chose comme « J'arrive pas à croire que tu te plies à elle ». Une fois seule, j'ai fixé mon frère et lui ai demandé s'il réalisait ce qu'il faisait. Il a tenté son numéro habituel, le regard de chien battu, disant qu'il était amoureux, qu'il ne savait pas quoi faire, qu'elle avait besoin d'aide. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle vivait là. Il a répondu « Presque ». 1 mois, 30 jours. Et pendant tout ce temps, il m'avait menti, m'avait manipulé, avait fait semblant d'être seul. J'ai senti une boule dans ma poitrine. Je savais qu'il était immature, mais je n'attendais pas une telle trahison. Je lui ai dit que Gisèle pouvait rester, puisque le mal était fait, mais que les autres règles tenaient toujours. Pas de fête, pas d'animaux, garder l'appartement propre. Il a promis que oui, qu'il respecterait tout, que je pouvais lui faire confiance, mais je savais déjà que j'avais perdu le contrôle. En partant, Gisèle est sortie de la chambre et s'est plantée devant la porte, bras croisés. Elle m'a regardé avec le même mépris qu'avant et m'a dit que si je comptais passer, ce serait bien de prévenir. Qu'elle trouvait ça invasif de débarquer chez les gens sans avertir. Je suis restée muette. Je n'ai même pas répondu. Elle savait parfaitement que l'appartement était à moi. Elle voulait juste me provoquer. J'ai pris mes affaires, respiré profondément et je suis partie, avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose qui m'appartenait, et pire encore, d'être peu à peu effacée de ma propre vie. Après ce jour, quelque chose en moi s'est brisé, mais j'ai quand même essayé de me raccrocher à l'idée que ça pouvait s'arranger. Mathieu a promis de tenir ses engagements, que Gisèle ne poserait pas de problème, que je pouvais compter sur lui. Et moi, comme toujours, je me suis forcée à y croire. Je ne voulais pas de conflit, je ne voulais pas d'un nouveau drame émotionnel. Mais la vérité, c'est que quand on laisse de la place à quelqu'un qui ne respecte pas les limites, on commence à s'effacer petit à petit. La semaine suivante, j'ai reçu la facture d'électricité et j'ai failli lâcher l'enveloppe de stupeur. Le montant avait plus que doublé. J'ai appelé Mathieu immédiatement. Il a répondu d'une voix calme, comme si de rien n'était. Je lui ai demandé si tout allait bien, s'il y avait une raison à cette hausse aberrante. Il a hésité, puis m'a dit que Gisèle aimait prendre de longs bains, qu'elle laissait toutes les lumières allumées, parce qu'elle disait que la maison avait besoin de bonne énergie, et qu'elle utilisait le chauffage de la chambre en permanence, même quand il ne faisait pas froid. J'ai essayé de lui expliquer que je payais toutes les factures, que je ne pouvais pas supporter des habitudes aussi irresponsables. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il allait lui parler, que ça ne se reproduirait pas. J'ai raccroché avec un goût amer dans la bouche. Je savais déjà que ça ne servirait à rien. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la facture d'eau, tout aussi exorbitante. Et puis les premiers commentaires des voisins ont commencé. L'un d'eux m'a envoyé un message pour me dire que les fêtes dans mon appartement empêchaient sa fille de dormir. Un autre m'a dit que la nouvelle fille qui vivait là était impolie et ne saluait personne. J'ai essayé de reparler à Mathieu. Il m'a répondu que les fêtes, c'était juste des petits rassemblements, que Gisèle était extravertie mais gentille au fond. Les excuses sont devenues une routine. Chaque conversation était une esquive, une minimisation. Et moi, même si j'étais de plus en plus en colère, je continuais à chercher la paix, jusqu'à ce que tout m'échappe complètement. Un samedi soir, Madame Moreau, la voisine du dessus, m'a appelée. C'était une dame adorable.
plus de 70 ans, qui m'avait toujours traitée avec gentillesse. Elle s'est excusée de me déranger, mais m'a dit qu'elle n'en pouvait plus du bruit venant de mon appartement. Des cris, de la musique forte, des rires, des bouteilles qui cognaient par terre, et ce n'était pas la première fois. J'ai eu tellement honte que j'ai raccroché et suis partie directement là-bas. J'ai pris mes clés par réflexe, avant de me souvenir qu'elles ne fonctionnaient plus. J'ai frappé fort à la porte, sonné plusieurs fois. Rien. J'ai appelé Mathieu, pas de réponse. J'ai insisté 3 fois jusqu'à ce qu'il ouvre enfin. Il avait le visage rouge. Une odeur d'alcool flottait dans l'air, les yeux lourds. Derrière lui, Gisèle est apparue, un verre à la main, avec cette expression de mépris que je connaissais bien. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit qu'il s'amusait juste avec des amis. Je suis entrée, les ai dépassés, et j'ai vu le désastre. Des canettes de bière partout, le canapé taché, le sol collant, la cuisine dans un état lamentable. En voyant ça, j'ai eu l'impression qu'on piétinait ce qui restait de ma dignité. J'ai demandé à leur parler. Ils m'ont dit qu'ils étaient occupés. J'ai insisté. On s'est mis dans un coin du salon et, avec tout le self-control qu'il me restait, j'ai dit que ça ne pouvait plus continuer. Qu'ils abusaient, qu'ils me manquaient de respect, qu'ils ignoraient totalement les accords passés avec Mathieu. Gisèle m'a coupé et m'a dit que si je voulais tant tout contrôler, je n'avais qu'à vivre là. Que ça n'avait pas de sens de vouloir régenter un endroit où je n'habitais pas. Que j'étais autoritaire, tyrannique, et que Mathieu méritait la paix. J'ai ri nerveusement. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de cohabitation, mais d'invasion, que j'étais la propriétaire et qu'il me traitait comme une étrangère. Elle a croisé les bras et m'a répété que si je voulais venir, je devais prévenir à l'avance, que personne ne méritait d'être surpris chez soi. Elle a dit « chez soi ». Le lundi, j'ai pris un jour de congé et je suis passée à l'appartement en milieu d'après-midi. J'ai sonné. Rien. J'ai appelé. Rien. J'ai frappé. Rien. J'ai attendu 20 minutes et je suis repartie. Le lendemain, j'y suis retournée. Cette fois, je les ai vus arriver. J'ai attendu dans ma voiture qu'ils entrent dans l'immeuble, puis je suis montée derrière eux. Quand ils sont arrivés à la porte, je leur ai demandé pourquoi ma clé ne marchait pas. Mathieu a détourné le regard. Gisèle a ri. Et là, elle a sorti de son sac une feuille pliée. Elle m'a dit que, puisque j'étais si obsédée par les règles, elle en avait écrit quelques-unes elle-même. Elle m'a tendu le papier. Je l'ai ouvert. C'était une liste de conditions. Elle avait écrit que je ne pouvais venir qu'en prévenant 3 jours à l'avance, que je ne pouvais pas passer après 19h ni avant 10h, que je n'avais pas le droit de parler des factures, des règles ou de faire des histoires, que si je venais, je devais respecter leur espace. Et en pantisnas. Dernier point, elle exigeait que je fournisse de nouveaux meubles, parce que les anciens étaient démodés. Quand j'ai fini de lire, je l'ai regardée. Elle souriait, comme si elle avait gagné une bataille. Mathieu semblait mal à l'aise, mais ne disait rien. C'est à cet instant que j'ai compris que ma générosité avait été prise pour de la faiblesse, et que si je n'agissais pas, il me prendrait tout. Ce soir-là, après avoir lu cette liste insensée, je suis rentrée chez moi et je me suis assise à la table de la cuisine pendant presque 2 heures, en silence, le regard dans le vide. Je n'arrivais pas à comprendre comment on en était arrivé là. J'avais offert un toit à mon frère, renoncé à un revenu qui aurait changé ma vie, donné de l'espace, de la patience, du temps, et en retour, je n'avais eu que du mépris, des mensonges et de l'humiliation. Gisèle, avec son arrogance, n'était plus juste une invitée indésirable, elle se sentait chez elle. Et Mathieu, au lieu de poser des limites, laissait tout faire, acceptait tout, comme s'il n'avait pas de voix, comme si ce n'était pas sa responsabilité. Ça avait toujours été comme ça. Depuis qu'on était petit, il faisait des bêtises et je réparais. Il mentait et je couvrais. Il se trompait et mes parents le protégeaient. Moi, j'étais toujours la responsable, la raisonnable, celle qui n'avait pas le droit à l'erreur. Et là encore, c'était moi qu'on punissait pour avoir voulu aider. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus fatiguée que la veille. Mes muscles étaient tendus, ma mâchoire me faisait mal à force de serrer les dents pendant la nuit. Je suis allée travailler avec un nuage gris au-dessus de la tête. En milieu d'après-midi, j'ai reçu un message de ma mère. Elle disait que Mathieu lui avait parlé de notre désaccord et que je devais être plus compréhensive, qu'il essayait enfin de construire quelque chose avec quelqu'un et que peut-être j'étais jalouse à cause de mon divorce récent. Ces mots m'ont transpercé comme des coups de couteau. Ils ne connaissaient pas la moitié de l'histoire, mais ils avaient déjà pris parti, celui de Mathieu, comme toujours. J'ai répondu que je ne voulais plus en parler et j'ai éteint mon téléphone. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait mettre fin à tout ça. Pour la première fois, j'ai choisi de me mettre en priorité. Je n'allais plus me laisser manipuler. Je n'allais plus laisser quiconque occuper mes espaces comme si c'était un dû, comme si j'étais là pour servir. J'ai appelé une amie avocate et lui ai tout expliqué. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de contrat de location, que j'étais la seule propriétaire, qu'aucun lien formel ne leur donnait le droit d'être là. Elle m'a confirmé que,
Légalement, je pouvais exiger leur départ, et qu'en cas de refus, j'avais les moyens de faire valoir mes droits. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer. J'ai évité de parler à Mathieu. J'ai ignoré les messages passifs-agressifs de Gisèle. Je n'ai pas répondu aux appels de ma mère. Je me suis concentrée sur ce que je devais faire. J'ai commandé un nouveau jeu de clés. J'ai pris rendez-vous avec un serrurier pour m'accompagner à l'appartement la semaine suivante. J'ai rédigé une lettre officielle demandant leur départ immédiat, et je me suis préparée mentalement à ce qui allait suivre. Je savais que ce serait dur, qu'il y aurait des cris, du chantage, du drame. Mais je savais aussi que je ne pouvais plus reculer. Ce n'était pas juste une histoire d'appartement, c'était une question de dignité, de limite, de respect de moi-même après une vie entière à céder, à tenir le coup, à tout encaisser pour préserver la paix. Le samedi matin, je suis arrivée à l'immeuble, le cœur battant. J'ai attendu devant l'appartement jusqu'à ce qu'ils rentrent. Quand j'ai vu l'ascenseur s'ouvrir et eux sortir avec des sacs à la main, je me suis approchée. Gisèle m'a lancé un regard dégoûté. Mathieu a tenté un sourire nerveux. Avant qu'ils ne disent quoi que ce soit, j'ai dit calmement que je devais leur parler. On est entré dans l'appartement. C'était encore plus en désordre. Une odeur de cigarettes et d'alcool imprégnait les rideaux. Des bouteilles vides traînaient dans la cuisine. Des serviettes étaient jetées par terre. Je suis restée immobile quelques secondes, observant tout. Gisèle a croisé les bras, impatiente, et m'a demandé si j'étais là pour encore râler. Je me suis tournée vers elle. Je l'ai regardée dans les yeux. Et j'ai dit clairement « Vous avez 1 semaine pour partir ». Elle a ri, moqueuse, disant que je ne pouvais pas faire ça, qu'ils avaient des droits. J'ai répondu qu'il n'y avait ni contrat, ni loyer payé, ni accord formel, qu'elle n'avait jamais été autorisée à vivre là, et que Mathieu avait rompu toutes les conditions de notre entente verbale. Elle a hurlé, m'a insulté, a jeté un vase par terre, l'un des rares objets décoratifs qui restaient de l'époque où j'y vivais. Le bruit du verre qui éclatait a résonné comme un signal final. J'ai gardé mon calme. J'ai dit que si quoi que ce soit d'autre était cassé, j'appellerais la police, que le vandalisme était un délit. Elle a reculé, continuant à crier. Mathieu, lui, est resté muet. Comme toujours, je suis partie, le corps tremblant. Dans la voiture, je suis restée immobile quelques minutes, respirant profondément. Je n'étais plus la même. Pour la première fois, j'avais dit « stop ». Et je savais qu'à partir de ce moment, ma vie allait changer. Le même jour, après avoir affronté Mathieu et Gisèle, je suis rentrée chez moi épuisée, vidée émotionnellement. J'ai à peine mangé, je voulais juste du silence. Je pensais avoir au moins une nuit tranquille, mais bien sûr que non. Quand mon téléphone a sonné et que j'ai vu le nom de ma mère, j'ai su ce qui m'attendait. J'ai répondu par un simple « Allô » et elle m'a attaqué de front. Elle m'a demandé, avec une indignation théâtrale, ce qui n'allait pas chez moi. Elle m'a dit que Mathieu était en larmes, qu'il ne comprenait pas comment je pouvais être aussi cruelle, que je jetais mon propre frère à la rue. J'ai essayé d'expliquer calmement qu'il avait dépassé toutes les limites, que Gisèle avait détruit des choses dans l'appartement, qu'il m'avait manqué de respect à tous les niveaux. Mais elle m'a coupé, disant que j'exagérais, que Gisèle semblait être une gentille fille, juste un peu impulsive, et que je devrais me mettre à leur place. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Ma gorge s'est nouée. Je me mets à leur place depuis que je suis née. Ai-je répondu? J'ai toujours été celle qui cède, qui aide, qui porte les problèmes de la famille. Cette fois, j'ai choisi de me mettre à ma place. Mon père a rejoint la conversation en haut-parleur, comme il le faisait quand il voulait me faire plier à deux. Il m'a dit qu'ils étaient déçus, qu'ils attendaient mieux de moi, qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, je devrais être plus généreuse. Ces mots m'ont fait mal. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi, comme si j'avais une dette éternelle pour avoir été élevée. Comme si ce n'était pas mon propre travail qui m'avait menée là où j'en étais. J'ai gardé le silence un moment, puis j'ai dit que je ne voulais pas discuter, que ma décision était prise, que Mathieu avait 1 semaine pour partir, et que s'il ne partait pas, je prendrais des mesures légales. Ma mère s'est mise à pleurer, disant que j'étais froide, que j'avais changé depuis le divorce, que mon cœur s'était endurci. Mon père a dit qu'il comprenait ma douleur, mais que ce n'était pas une raison pour punir la famille. Punir? J'ai presque ri. J'ai répondu qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé, qu'ils avaient toujours couvert Mathieu, qu'il m'avait toujours demandé d'être raisonnable, pendant qu'il lui donnait le droit d'être un ado éternel. J'ai raccroché au milieu de la réponse de ma mère. Pas parce que je ne voulais pas entendre, mais parce que je n'en pouvais plus. Les jours suivants, Mathieu m'a envoyé des messages contradictoires. Un jour, il disait que j'étais injuste, que lui et Gisèle étaient les perdus. Le lendemain, il disait qu'il me comprenait, qu'il était désolé, qu'il voulait me voir. Je n'ai répondu à aucun. Pour la première fois, j'ai choisi le silence. 3 jours plus tard, je suis retournée à l'appartement avec le serrurier que j'avais engagé. Quand on est arrivé, la porte était fermée, mais ils ont ouvert. Mathieu avait le regard baissé et Gisèle ne me regardait même pas.
Je suis entrée, j'ai jeté un œil autour de moi. Des valises, des sacs, des cartons traînaient au sol. L'appartement était encore plus sale. Ils m'ont dit qu'ils étaient presque prêts à partir. J'ai hoché la tête, sans trop parler. Ils rangeaient en silence. Quand j'ai demandé où ils allaient, Mathieu m'a dit que mes parents leur avaient proposé un abri temporaire en attendant de trouver autre chose. J'ai ravalé ma salive. Évidemment qu'ils l'avaient fait, toujours prêts à le protéger des conséquences. J'ai regardé Gisèle fourrer des vêtements dans des sacs poubelles, en levant les yeux au ciel à chaque geste. Quand ils ont fini, elle a jeté les clés par terre, près de mon sac, et est sortie sans un mot. Mathieu s'est arrêté quelques secondes. Il m'a regardé et m'a dit qu'il était désolé, que l'idée des serrures venait de Gisèle, qu'il ne voulait pas me manquer de respect, qu'il s'était juste laissé emporter et qu'à la fin, il ne savait plus comment revenir en arrière. Je lui ai répondu que c'était son problème, qu'il se laissait toujours emporter, et que j'en avais assez de tout réparer pour lui. Il a baissé la tête, pris le dernier carton et est parti. Une fois seul, le serrurier a changé la serrure. J'ai demandé une nouvelle, plus sécurisée. Pendant qu'il travaillait, j'ai commencé à ramasser les déchets éparpillés. J'ai passé des heures là-dedans, à nettoyer chaque recoin, à laver la salle de bain, à jeter des serviettes sales, des assiettes cassées, des tapis tachés. J'ai appelé une entreprise de nettoyage pour s'occuper de la cuisine et de la moquette. À la fin de la journée, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si je reprenais possession de mon espace, comme si je récupérais quelque chose qu'on m'avait volé depuis longtemps. J'étais épuisée, mais entière. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je me choisissais. Avec l'appartement enfin vide, j'ai pu respirer. Les premiers jours après le départ de Mathieu et Gisèle ont été consacrés à réparer les dégâts, pas seulement matériels, mais aussi émotionnels. J'ai engagé une équipe de nettoyage qui a passé presque 2 jours entiers sur place. La salle de bain était dans un état déplorable. La cuisinière graisseuse, le sol poisseux, et l'odeur qui sortait du frigo était insoutenable. Quand ils ont fini, j'ai tenu à repeindre les murs du salon, tachés et griffés, et j'ai fait remplacer la moquette par une neuve. Ça m'a coûté cher, mais je voyais ça comme une libération. Chaque euro dépensé était une part de saleté que je retirais de ma vie. Pas juste la saleté physique, mais des années d'abus émotionnels, de manipulation familiale, et cette sensation constante que ma voix ne comptait pas. J'ai mis l'appartement en location officiellement, avec de belles photos et une description honnête. J'ai passé des jours à faire des entretiens, répondre à des messages, organiser des visites. J'ai été extrêmement exigeante. J'ai posé des questions sur leurs habitudes, leurs attentes, leur quotidien. J'ai analysé chaque détail. Ce n'était pas juste une location, c'était mon respect qui était en jeu. En moins de 2 semaines, j'ai signé un contrat avec une jeune médecin tout juste diplômée, mutée dans un hôpital du coin. Sérieuse, sans animaux, avec des revenus stables, elle a signé un bail clair, avec toutes les clauses bien définies. Pour la première fois, cet appartement retrouvait le rôle que je lui avais imaginé au départ. Une source de sécurité, un filet de secours pour moi, pas pour régler les problèmes des autres. Une fois le loyer assuré et l'argent qui rentrait, j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai repris le travail à fond, retrouvé ma routine sportive et je suis partie en week-end dans un refuge pour femmes à Annecy, ce qui m'a fait un bien fou. Là-bas, loin de la ville, sans téléphone, sans bruit, j'ai réalisé à quel point j'étais épuisée émotionnellement. À quel point des années à essayer de faire plaisir à ma famille m'avaient vidée. Quand j'ai raconté mon histoire, on m'a regardée différemment. Des femmes qui ne me connaissaient pas m'ont dit que j'étais courageuse. Pour la première fois, j'ai commencé à le croire. Je suis revenue à Lyon avec plus de clarté. J'ai commencé à suivre un groupe de méditation le mercredi soir. J'ai repris d'anciens hobbies, comme la photographie, et je me suis même autorisée à rencontrer de nouvelles personnes. Je suis sortie avec un type sympa que j'ai croisé à une expo d'art. Rien de sérieux, mais pour la première fois depuis des années, je me suis sentie légère, sans culpabilité, sans pression, libre. Mes parents ont arrêté de m'appeler pendant quelques semaines. Je pense qu'ils attendaient que je craque, mais je n'ai pas craqué. J'ai tenu bon, gardé mes distances. Jusqu'à ce qu'un dimanche, en fin d'après-midi, je reçoive un message de ma mère. Elle disait qu'elle devait me parler, que c'était sérieux. J'ai hésité un moment avant de répondre. Quand j'ai appelé, elle a décroché, avec une voix fatiguée. Elle m'a dit qu'elle voulait s'excuser, que les choses avec Gisèle avaient dégénéré, qu'elle s'était installée dans leur chambre d'amis comme si c'était chez elle, qu'elle traitait leur maison comme un hôtel, qu'elle donnait des ordres, utilisait toute l'eau chaude, laissait ses affaires traîner partout, et imposait même des règles à mon père, comme interdire la télé après 21h parce que ça perturbait sa concentration. Pour la première fois,
Ma mère semblait désemparée. Elle m'a dit qu'elle comprenait maintenant ce que j'avais vécu, qu'elle était désolée de ne pas m'avoir écoutée, qu'elle avait été injuste. J'ai tout écouté calmement. Je n'ai rien dit tout de suite. La douleur était encore là. Le ressentiment aussi. Et au fond, cette reconnaissance tardive ne changeait pas ce que j'avais traversé. Mais c'était aussi la première fois qu'elle admettait sincèrement s'être trompée. Elle m'a demandé de l'aide. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment pousser Mathieu à partir, qu'il vivait dans une tension permanente, que Gisèle agissait comme si leur maison était une extension de la mienne. J'ai pris une grande inspiration. Une sensation de justice m'a traversée. L'ironie était flagrante. Ceux qui m'avaient traitée de froide et de cruelle subissaient maintenant le même manque de limites qu'ils avaient laissé prospérer. Je lui ai répondu fermement que c'était leur responsabilité, que s'ils pensaient, avant que j'exagérais, ils avaient maintenant l'occasion de gérer les conséquences de leur choix. Elle est restée silencieuse, puis elle m'a dit qu'elle comprenait, qu'elle récoltait ce qu'elle avait semé. Pour la première fois, j'ai senti que quelque chose pouvait changer. Quelques semaines après cet appel, les messages de ma famille se sont raréfiés. Plus personne n'insistait pour que je reprenne Mathieu ou que je pardonne à Gisèle. On aurait dit qu'il faisait enfin face à la réalité. De temps en temps, je recevais un petit mot, presque mécanique, pour demander comment j'allais. Rien de plus. Je lisais, je respirais profondément, et je ne répondais pas par colère, mais parce que j'avais enfin compris que le silence était aussi une limite, et l'une des plus puissantes que j'ai jamais posées. Mathieu ne m'a pas recontacté. La dernière image que j'ai de lui, c'est lui quittant mon appartement, les valises à la main, les épaules basses. Pour la première fois, il n'avait personne pour le protéger. Pour la première fois, il devait assumer les conséquences de ses actes. Je ne sais pas comment il va. Je n'ai pas demandé, et pour la première fois, je ne me sens pas coupable de ça. Gisèle a disparu de ma vie, comme une ombre qui se dissipe au soleil. J'ai appris par une cousine qu'elle et Mathieu avaient essayé de vivre ailleurs, mais que ça n'avait pas duré. Ça ne me concerne plus. Mon histoire avec eux s'est terminée quand j'ai fermé la nouvelle serrure de mon appartement, et surtout, quand j'ai arrêté de demander la permission de me défendre. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'aider ne veut pas dire s'effacer, que la famille n'est pas une excuse pour l'abus émotionnel, que ceux qui t'aiment vraiment respectent tes limites. Aujourd'hui, cet appartement qui fut une source d'angoisse est devenu un havre de paix. Le loyer arrive à temps, la locataire est polie, organisée, discrète. Quand je passe pour des réparations ou des visites, je me sens sereine. Plus, rien ne rappelle le chaos d'avant, et pour moi, ça vaut plus que n'importe quelle récompense. Petit à petit, j'ai retrouvé celle que j'étais. Ou plutôt, j'ai découvert celle que j'ai toujours voulu être. Une femme qui n'a rien à prouver à personne, qui peut dire non sans se justifier, qui peut claquer la porte au nez de ceux qui ne l'ont pas respectée. J'ai repris ma vie en main avec plus de force. Aujourd'hui, je me mets en priorité. Aujourd'hui, je sais que l'amour ne doit pas venir avec de la culpabilité, du chantage ou des obligations, et que ceux qui confondent aide et soumission ne méritent ni ta gentillesse ni ton temps. Je ne sais pas si je renouerai un jour pleinement avec mes parents. Ça me fait encore mal de repenser à ce qu'ils ont dit, aux accusations, aux jugements. Mais si cette distance leur a permis d'ouvrir les yeux sur la réalité, alors une leçon a été apprise. Et si Mathieu finit par comprendre un jour que la maturité se forge par des actes, pas par des excuses, peut-être que quelque chose de bon sortira de tout ce chaos. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que tu en as pensé. Ton soutien fait toute la différence. Merci d'avoir regardé. À bientôt.